Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur spikeseduction.com. C'est Léo, Stéphane et notre régisseuse plateau est hélas parti. Donc nous vous accueillons pour cette nouvelle émission. Bonjour Stéphane. Bonjour Léo. Donc c'est la nouvelle année, nous sommes en 2015. J'espère que personne n'a fait d'intoxication alimentaire au foie gras ou au steak de quinoa. En tout cas, toute l'équipe de Spike Séduction vous souhaite une très bonne année. Alors pour commencer en douceur ce mois de janvier, on a décidé de faire un clin d'œil à tous les nouveaux, aux hommes et peut-être aux femmes qui ont découvert le site il y a seulement quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. Car pour cette 4e émission, je vous le rappelle, de la sociologie contemporaine entre les hommes et les femmes, nous allons reprendre les bases et revenir aux fondamentaux. Alors d'ailleurs, Stéphane, tu sais bien, ces fondamentaux, ces choses qui se rappellent à nous, même quand on a cessé d'y croire. Alors je vous le rappelle, si vous nous écoutez, c'est qu'un jour vous avez décidé de faire rentrer dans votre vie ou dans votre lit là où les femmes qui vous plaisent vraiment. Vous avez décidé de vivre passionnément, d'être intéressant, probablement d'être pleinement heureux et pourquoi pas avoir beaucoup d'enfants. Alors pour revenir aux fondamentaux, Stéphane, il y a cette éternelle question que Max nous a envoyée. Alors je vais te la lire, elle est toute simple et elle est très fondamentale pour tous les garçons qui s'intéressent à la rencontre. Et il nous demande comment savoir dès les premières secondes ou premiers regards si physiquement je suis son genre ou pas. Bon, alors il faut dire merci à César, hein, comme il se doit. Donc merci César, merci Léo de me faire commencer pour une fois par une question qui n'est pas digne d'une agrégation ou d'un doc de philosophie ou de français. Je t'en remercie. Et de me donner, on va dire, une pente, une rampe d'accès un tout petit peu plus pratique, pragmatique et un peu moins théorique, abstraite et hardcore que les dernières fois. Donc maintenant, j'ai aucune excuse pour me planter, puisque tu m'as tendu une perche douce. Alors, ne pas me défiler. Rappelle-moi le prénom du jeune homme. Max. Bon, Max, on va... Alors, il y aurait deux façons de répondre à ta question. Il y aurait une façon compliquée qu'on a d'office éliminée et une façon simple. La façon simple, c'est de se rappeler les signes d'intérêt. Les signes d'intérêt, c'est une liste non exhaustive de 5 signes que je vais rappeler. Là, on part vraiment des années en arrière dans l'ultra simplicité. Donc, je rappelle qu'une personne intéressée ne fait pas comme dans les films, c'est-à-dire elle ne croise et ne décroise pas les jambes systématiquement comme dans toute un peu la séquence cinématographique qui a suivi Basic Instinct parce qu'il y a eu cette fameuse scène de croisement et de décroisement de jambes Qui finalement est très décevante. Oui, qui finalement est très décevante et en plus qui a ruiné un film très bon, puisque Basic Instinct est un très bon policier qui, en plus d'être un policier avec du H et du F inversé, puisqu'en fait là, en réalité le Michael Douglas qui paraît incarner le H et Sharon Stone qui paraît incarner l'ultra-féminité, en fait Sharon Stone est la manipulatrice qui use son adversaire quasiment dans un rapport de force frontale, donc qui est le H, et Michael Douglas en fait se détruit aux addictions et a un comportement et va à la limite va chercher la salvation et le réconfort dans le sexe avec sa collègue qui s'avère être finalement la tueuse en série. Et en plus de ce premier symbole, on va dire sur la théorie des genres inversés, Basic Instinct est également, par sa musique, par sa scénographie et par ses plans, un hommage à Vertigo, qui est un des plus beaux films d'Hitchcock, voire le plus beau film d'Hitchcock, et qui est celui qui m'a absolument assis et sidéré et fasciné pendant des années, peut-être même au point de dicter certains de mes choix physiques et amoureux. Bref, blonde en tailleur gris. Donc, revenons à la question donc on oublie les signes d'intérêt des films. Dans la réalité, les filles qui sont intéressées, vous regardent dans les yeux et non pas le regard qui fuit, qui va chercher ailleurs. 2, relance dans les blancs, c'est-à-dire que la conversation n'est pas une espèce de monologue permanent qui doit entraîner chez vous une fatigue chronique, mais est un échange, un ping-pong avec une personne qui vous relance quand vous avez un blanc. 3, elle rit et sourit à vos blagues pourries. 4, elle vous touche, ou en tout cas elle rapproche, elle restreint, elle s'approche, elle réduit la distance. Elle réduit la distance jusqu'à
provoquer des effleurements faussement innocents. Et le 5e que j'ai oublié, ce qui prouve que ce n'est pas préparé, la relance dans les blancs, les sourires et blagues pourries, le rapprochement. Questions perso. Et les questions personnelles, la nature des questions qui cessent d'être du badinage pour rentrer dans le domaine du personnel. Donc voilà, ça ce sont les, on va dire, si je m'efforce de répondre à cette question par de l'ultra basique, ultra élémentaire, voilà les 5 signes d'intérêt tels qu'ils sont décrits dans l'homme idéal, tels qu'ils sont décrits dans les séminaires, tels qu'ils sont vus, observés, connus, fréquentés, reconnus par les hommes dans tout l'Occident depuis des dizaines d'années. Voilà. Il y aurait un autre niveau de réponse, beaucoup plus philosophique, qui serait de se dire ce serait de reprendre la question de Max qui dit quels sont les signes d'intérêt d'une femme qui est mon genre, et de commencer par répondre à l'envers en disant une femme a-t-elle un genre, ce qui nous renverrait à la théorie des camemberts. Mais volontairement, aujourd'hui, comme tu m'as imposé comme contrainte d'être simple et pragmatique, je ne retourne pas avec un élastique cette question, et pas de concept, des choses simples pour que tout le monde reprenne le train et le bateau, la barque en même temps, au même rythme. Super. Et tu vois, Max, je pense qu'une fois que tu auras bien arrivé à déceler ces 5 signes d'intérêt, déjà tu seras bien au-dessus de beaucoup de garçons qui restent aveugles face à une fille qui est souvent intéressée, qui lui envoie tous ces signaux. Donc ça, c'était la question d'introduction. Aujourd'hui, on va parler de mythes, de réalité, d'hypocrisie. Il y aura un jeu concours. On vous dévoilera aussi le gagnant du jeu concours, des questions des lecteurs, du langage de femmes et plein d'autres choses. Alors on continue de façon assez simple et ludique parce que j'ai un petit quiz pour Stéphane qui s'appelle Mythe ou réalité, les lieux communs ont-ils parfois raison ? Alors, j'ai 7 lieux communs, comme le chiffre 7 très symbolique. Alors le premier lieu commun, c'est le plus connu de tous. Est-ce que c'est vrai que qui se ressemble s'assemble ? Alors on félicite tous, on fait un énorme big up, comme ils disent sur Skyrock, à Léo pour son excellente idée des mythes ou réalités, que je découvre en même temps que vous. Je rappelle une énième fois que je ne suis absolument pas au courant des questions. C'est ça qui est drôle, et c'est parfois la très légère inexactitude ou imprécision de mes réponses qui aussi fait le charme de ce podcast, qui pourrait être très ennuyeux s'il était préparé à l'avance et s'il était appris par cœur. Qui se ressemble, s'assemble. C'est un mythe particulièrement intéressant en ce sens qu'il est il est ce qu'on appelle en sociologie une injonction paradoxale. C'est-à-dire que si je t'enjoins à être attiré par quelqu'un qui est trop différent de toi, tu vas me dire écoute, laisse-moi du temps, il faut que cette personne rentre dans ma théorie des camemberts. Enfin, c'est pas ce que tu me répondrais, mais entre nous, tu sais que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la création d'un genre est un processus très long qui passe par une séquence d'empilage, d'embrayage plutôt que d'empilage entre des expériences positives et négatives. Donc quelqu'un qui, on va dire, cette phrase est très complexe. Qui se ressemble, s'assemble, oui et non. Oui à 100%, cette phrase est vraie à 100%, et non, elle est fausse à 100%. En réalité, tu t'assembles à quelqu'un qui est compatible avec toi socialement, compatible avec toi sur le plan des expériences vécues, compatible avec toi sur le plan également des phéromones. Tu sais que phéromone, ça vient de homone qui veut dire excité, et ou féro, je sais plus exactement. La preuve que c'est pas préparé, sinon je l'aurais appris par cœur pour crâner. Mais en tout cas, donc il y a une nécessaire excitation sexuelle, une compatibilité d'excitation sexuelle qui vient des phéromones, donc étymologiquement de l'excitation. Mais il y a un besoin d'être attiré par ton altérité, c'est-à-dire quelqu'un qui se complémente à toi, qui se complète, qui n'est pas toi, qui est différent, dans la mesure où cette altérité n'empiète quand même pas sur le minimum de base de compatibilité sociale, quasiment familiale, politique, géo-ethnographique
2 valeurs, 2 secret agenda et quasiment, oserais-je le dire, presque de sens de l'humour. Voilà. Donc qui se ressemble, s'assemble, oui et non, oui à 100% et non à 100%. Oui, parce que nécessaire compatibilité de tout ce qu'on a évoqué là, du sens de l'humour jusqu'à la géographie, à l'ethnographie, à la famille, aux valeurs, au milieu social et aux expériences vécues, mais néanmoins nécessité d'une altérité, c'est-à-dire que tu ne me plais que dans la mesure où tu es l'autre, tu n'es pas moi, mais par contre tu es un autre que j'ai déjà, pour laquelle j'ai déjà conçu dans mon fort intérieur un nid douillet. Ce nid douillet, c'est ce qu'on appelle dans mes cours, dans ma méthode, enfin dans mon matos, c'est ce qu'on appelle le camembert du Trivial Pursuit. C'est-à-dire que tu ne m'attireras par ta différence que si j'ai déjà prévalidé le fait d'accepter cette différence. Si tu es différent, mais d'une différence que je n'ai pas prévalidée pour accepter, il me faudra du temps et des coïncidences pour que je crée ce genre qui n'existe pas encore pour moi. Je prends un exemple complètement débile pour ceux qui m'ont fait savoir, très gentiment d'ailleurs, c'était pas dit avec agressivité, que le concept c'était bien gentil mais qu'il fallait toujours un exemple avec, donc je donne un exemple avec, tu vois. Imaginons qu'on découvre demain matin à l'aube, en réalité qu'on ait une énorme news sur tous les écrans et qu'on découvre qu'on a une planète jumelle qui s'appelle Globulon 42 dans un système solaire très proche et que nous serons capables dans quelques semaines à peine de rencontrer ces gens. Et imaginons que ces gens ne soient ni blancs, ni noirs, ni jaunes, ni rouges, mais qu'on découvre une nouvelle race d'êtres humains qui soit par exemple les verts. Voilà. Eh bien, il faudrait un temps, non pas infini, mais assez quand même conséquent pour qu'on soit capable d'être sensible à leur beauté. C'est-à-dire que imaginons que nous on est blanc, noir, jaune ou rouge, grosso modo. Imaginons que sur cette planète jumelle, les races entre guillemets, ça soit des verts, des oranges, des bleus et des... Qu'est-ce qui manque ? Voilà. Et ben voilà, donc eux c'est pas les Chinois, les Occidentaux, les Africains, etc. C'est les violets, les verts. En réalité, quand bien même tu prendrais le plus beau spécimen de chacune de leurs races et que tu leur montrerais en échange le plus beau spécimen, genre Miss Monde, Miss Afrique, Miss Asie, etc. Il faudrait en réalité une j'allais dire assimilation, qui est un néologisme franco-italien débile. Ça commence à être grave si j'ai les idées qui me viennent en italien. Il faudrait en réalité une succession d'anecdotes et une familiarité et un rapprochement sur des années, des dizaines d'années, afin que nous commencions à être sensibles à leur beauté. Donc la théorie du camembert, c'est ça, c'est qu'on est capable d'être immédiatement séduit, d'où le coup de foudre. Tu sais, les fameuses discussions de gonzesses là, sur les magazines de psycho, André, est-ce que tu crois au coup de foudre ou pas ? Bien sûr qu'il faut y croire, mais tu ne peux avoir un coup de foudre qu'avec quelqu'un que tu as préconçu, qu'avec quelqu'un qui est l'incarnation physique de la personne que tu avais en tête en réalité. Tu ne peux pas avoir un coup de foudre pour un type de beauté ou un type d'intelligence ou un type de sexualité qui est parfaitement étranger à tous tes codes, qui est hors code, c'est impossible. Donc qui se ressemble s'assemble, oui à 100% et non à 100% pour toutes les raisons que je viens de lister, je l'espère pas trop longuement. Non, c'était parfait. Alors on continue avec le deuxième lieu commun. Alors là c'est un dicton, c'est « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Est-il vrai ? Bon ben là, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, on peut évidemment le tourner dans tous les sens et faire une réponse de Normand ou une réponse de Sciences Po avec thèse-antithèse. En réalité, on va dire oui. On va faire super simple, on va dire que c'est parmi les lieux communs de la séduction un des plus vrais et un de ceux qui possèdent le moins de contre-exemples. Donc ça, on peut appeler ça le fuis-moi je te suis, on peut appeler ça le challenge. Il est plus qu'évident, plus que validé et plus que démontré que du moment que le... Mais ça revient un petit peu à ce que j'appelais tout à l'heure les injonctions paradoxales. C'est les injonctions paradoxales du mariage bourgeois qui nous ont fait croire qu'on pouvait être à la fois en extrême confort avec quelqu'un et en extrême désir. En réalité, non. Soit t'as le confort, soit t'as le désir, mais t'as pas les deux. Parce que le désir, c'est l'interdit.
Le désir, c'est l'absence. Le désir, c'est le risque de la découverte. Le désir, c'est se nourrit justement des interdits que les libéraux libertaires des années 60 ont voulu enlever. C'est-à-dire que quand tu enlèves l'interdiction de la sexualité libre et que tu la prônes comme absolu abstrait, en réalité, tu progressivement tues un désir qui n'était nourri que du fait d'entrevoir vaguement la forme d'une cuisse qu'en fait tu ne posséderas jamais. Du moment que tu sais que ta cuisse que tu pensais ne jamais posséder, finalement elle se prête et elle s'échange selon un marché des valeurs qui en fait est basé sur le total aléatoire et que n'importe qui peut s'offrir à toi à n'importe quel moment, c'est la dépression, tu vois. Enfin, c'est d'abord la dépression, ensuite le sida. donc fuis-moi je te suis, etc. Vous avez compris, pardon pour mon barbouillement et mon lapsus. Oui, vrai, archi vrai, plus que vrai et extrêmement vrai. Voilà. Avec toujours la petite micro-couche de nuances qui font que dans un cas particulier, c'est faux. Mais c'est quand même tellement vrai. Et oui, c'est un soft cas exceptionnel. D'ailleurs, vous découvrirez tout à l'heure le soft cas exceptionnel du mois. Alors le lieu commun numéro 3, je crois que je l'adore. Celui-ci, c'est peut-être mon préféré. Je pense que ça serait une réponse typique. Si on faisait un micro-trottoir dans la rue, évidemment, et qu'on posait la question aux femmes, généralement c'est plutôt une réponse de femme. Comment on fait pour les séduire? Et elle nous répondrait: pour séduire une femme, il suffit d'être sincère et romantique. Est-ce qu'en 2014, même en 2015 aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore croire à ça? Est-ce que même le commun des mortels y croit encore? Alors là, t'es vicieux parce que tu me mets trois questions dans la même. C'est est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'il faut y croire? Et est-ce que les gens y croient? Donc dans l'ordre, aujourd'hui je suis méthodique, laborieux et scolaire, dans l'ordre. Donc est-ce qu'il faut y croire? Évidemment que non. Hein, ça fait partie des... Enfin, si vous croyez ça, alors vous croyez également à Walt Disney, vous croyez à quasiment tous les dessins animés, vous croyez à éliminer pour cette premier tiers de la question. Le deuxième tiers, c'est est-ce qu'elles y croient elles-mêmes, c'est ça? Oui, est-ce qu'elles y croient? Est-ce que les autres y croient? Alors, il faut bien admettre que c'est une récurrence si largement partagée dans leur bouche, cette volonté absolue de sincérité, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc je pense sincèrement que la demande expressément formulée et sans aucun embâge d'une sincérité absolue fait partie de la volonté de F pur de réécrire son histoire, de réécrire son image. On a déjà... Je pensais qu'on se ferait d'ailleurs plus assassiner dans le dernier podcast sur la réécriture des histoires de viol. Sache que j'ai découvert, non seulement parce que maintenant les gens m'envoient dans les faits divers, quand il y a des articles de journaux sur des condamnations pour réécriture d'histoires de viol. J'en ai reçu une ce matin ou avant-hier dans un journal suisse. 1 000 €. Voilà, d'une femme qui a été condamnée pour avoir injustement accusé de viol un ex-partenaire. Je mentionnerai également comme, non pas comme source, mais en tout cas comme information complémentaire, l'excellent livre de quelqu'un que je vais sans doute bientôt interviewer, qui s'appelle Alain Valterio, qui est psychothérapeute et qui... Oui, tu peux noter, Léo, je vois Léo qui note scolairement, il a raison. Donc Alain Valterio, dans son excellent livre Névrose Psy, la liste de Noël. Voilà, livre dans la liste de Noël, et d'ailleurs livre qui présente un énorme point commun avec le livre de quelqu'un qu'on n'a pas le droit de citer mais qui s'appelait Sociologie du dragueur, c'est que tout est bon sauf le titre. Tout est bon, tout est vrai de la première à la dernière ligne, et puis il a loupé le titre, et donc ce titre c'est le plus dur, Névrose Psy, en réalité dénote et connote tout le contraire de ce que contient le livre, qui est en fait la suite idéologique de ce que Tonton appelait vers la féminisation, ou de ce que Zemmour aurait appelé le premier sexe, ou le premier sexe. Donc en réalité, je ne vous fais pas un résumé, c'est pas l'endroit, mais dans son dernier tiers, Alain Valterio, donc psychothérapeute, confirme par l'observation récurrente de cas dans ses patients
propension des femmes à réécrire et à redéfinir dans leur nouveau système de valeurs des histoires passées avec des relations sexuelles parfaitement consenties comme étant des viols, au nom, alors non pas d'un barycentre des sensations comme moi je le dis, hein, il ne faut pas non plus... Enfin, je veux dire, la coïncidence est déjà assez énorme comme ça, non pas au nom d'un barycentre des sensations, mais au nom d'une idéologie de la souffrance. C'est-à-dire qu'en réalité, donc, il résume l'idéologie de la féminisation par un mot à lui qui s'appelle la psyrose, qui est donc une sirène de psychose, et rose étant à la fois le nominatif de cirrhose et à la fois la couleur du rouge délavé, c'est-à-dire le rose bonbon. C'est la couleur des nanas en fait, tu vois, la couleur de la guimauve. Donc la psyrose, selon lui, est cette espèce de volonté de voir dans tous les maux de la société une dénaturation de l'enfance, l'enfance étant l'âge de la pureté, de la générosité, de la bonté absolue, et l'enfance étant systématiquement, selon les féministes, et donc selon la psyrose, gâchée par une intervention masculine trop violente, trop vulgaire, trop dans la force, l'effort, la maîtrise, le contrôle et la manipulation, et qui inflige à ce pauvre petit enfant malléable, tendre et pur des souffrances et des traumas tels qui ensuite il les porte dans l'enfance, il les porte dans l'adolescence puis dans l'âge adulte, jusqu'à ne pouvoir s'en débarrasser que dans des thérapies de développement personnel qui évidemment reposent non pas sur l'utilisation d'une force H contraire pour le remettre dans le droit chemin et lui dire mon petit garçon arrête tes conneries, mais d'un excès de guimauve, de psyrose, de féminité visant à non pas le confronter mais le conforter dans, on va dire, la réalité de cette souffrance qui est bien souvent exagérée et inventée. Et donc selon ce cher monsieur Valterio que j'espère rencontrer bientôt, la réécriture potentielle de ces histoires de souffrance, de viol, de maltraitance, de manipulation et de violence est en réalité la conséquence de la psyrose, car aujourd'hui, si t'as pas souffert, t'es personne. Et tout parallèle politique avec un site qu'on n'a pas le droit de nommer, je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, si t'as pas souffert, t'es personne. Et les individus, non même plus les groupes de gens, mais à l'échelle individuelle, on remarque que ce qui te donne le droit de parler à table et ce qui te donne le droit à la limite de considérer ce qui valide ton raisonnement n'est plus la logique interne de ton raisonnement, ou n'est plus ton âge, ton expérience, ou même ton propre charisme et ta propre capacité à t'affirmer virilement, c'est la mesure de ta souffrance. C'est-à-dire que plus tu as su encaisser, dépasser, accepter une souffrance, plus t'es légitime. Et donc thèse très intéressante de M. Valterio, que nous discuterons d'ailleurs ensemble s'il accepte ce débat. Donc moi j'explique le recours à la thèse du viol par le barycentre des sensations qui s'est déplacé, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand le mec était séduisant, riche et irrésistible, c'était normal d'écarter les jambes. Et quand il est vieux, moche et oublié, on se dit mince, j'ai quand même fait la pute, donc c'était un viol. Et lui, il explique par cette nécessité de créer facilement et rapidement, par des gens qui ont finalement assez peu d'imagination, une souffrance qui légitime son affirmation de toi. Parce que faire la connasse, être méchante, être fondamentalement immoral, se battre et prendre à l'homme, quand la femme prend à l'homme tout ce elle le nivelle par le bas en lui prenant la méchanceté, la force, la masculinité, et voilà. En réalité, il faut toujours le justifier par quelque chose, et tu ne peux le justifier que par la souffrance que l'homme t'a infligée avant. Voilà. J'ai souffert, donc j'ai droit d'imposer à l'autre une souffrance qui est légitimée par celle que moi j'ai reçue. Tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais plus du tout quelle était la question. Est-ce qu'il faut être sincère et romantique pour séduire mademoiselle ? Donc voilà, donc on avait dit 3 questions dans l'une. Réponse 1, non. Réponse 2, est-ce qu'elle le croit elle-même ? Oui, au nom de la psyrose, donc cher à monsieur Valterio, pour les raisons que je viens pour la séquence logique d'explication que je viens d'essayer de faire pas trop faussement. Et 3, est-ce que nous on y croit ? Non. Est-ce que nous on y croit ? Est-ce qu'elles y croient elles-mêmes ? Et est-ce que les autres y croient ? Enfin, les garçons y croient ? Est-ce que les garçons y croient ? Alors, oui et non. Je me
à penser qu'il y a quand même un petit mouvement, j'allais dire de dissidence, sinon de résistance contre la psyrose et la pensée unique et l'idéologie de la féminisation à l'extrême. En réalité, si je m'extrais de ma propre situation et de mon point de vue privilégié, je pense qu'on est très peu nombreux à avoir fait cette prise de conscience et que malheureusement la masse nous dépasse et que la masse est totalement psyrosée, la masse est gangrénée et que malheureusement, un petit peu comme sur d'autres sujets en ce moment, je suis relativement pessimiste. Je suis très pessimiste par exemple sur le fait que la Chine vienne de nous racheter le Club Med après avoir racheté PSA et que nous confions et que l'Europe se vende son cul comme une vieille traînée à un pays qui est en train, avec les richesses créées par les biens de merde qu'ils nous ont vendus, d'esclavagiser l'Afrique. Parce qu'en fait, tu sais qu'au Togo, en ce moment, l'Afrique centrale est en train, et l'Afrique de l'Ouest est en train, notamment pour ses ressources minières, entre autres, afin que ces ressources soient transportées proprement, de créer un réseau routier qui est en général créé et financé par la Chine avec une main-d'œuvre de base. Donc en gros, le connard qui creuse la route à main nue, c'est l'Africain, et le Chinois tient la pelle et fait le contremaître, comme dans Bruce Lee et la fureur du dragon. Ou dans Fight Club, tais-toi et creuse. Il y a c'est ceux ça. qui creusent et ceux qui... C'est pas dans Fight Club, tais-toi et creuse, c'est dans le bon, la brute et le truand. Ah oui. Ah non, il y a ceux qui tiennent un pistolet, mais si, il dit un truc comme ça dans Fight Club. Et ben en ce moment, on est en train d'être devant le pistolet, et ceux qui tiennent le pistolet sont des gens pour qui la vie humaine et la nature ont autant de valeur qu'un grain de riz. Donc je suis très pessimiste pour plein de choses, et également pour on va dire la résistance à la psyrosisation, on va dire, qui pour toi et moi, enfin surtout pour moi, mais même pour toi désormais, on va dire que j'ai imbibé de mes piqûres de rappel sans cesse, paraît totalement évident, mais dis-toi bien que pour 80% des hommes qui nous entourent, on est dans la course à l'armement inutile, on est dans la course à l'affolement, et on est dans la psychotisation absolue. Bon, trêve de géopolitique, on continue avec les lieux communs. Un qui est plutôt fin et qui est souvent vraiment très trompeur, mais je crois que je l'avais entendu dans un séminaire et j'ai voulu le reprendre ici. Et je précise d'ailleurs que ces cons de Chinois sont en train de créer à Pékin un 7e périph'. Ça fait beaucoup. Imagine qu'il y ait non pas un périph' autour de Paris, mais 7. Oui. C'est te dire le degré d'animalité bestiale, d'invivabilité. Je crois qu'il y en avait 5 quand je suis allé en Chine, il y avait 5 périphs. On est à 7. C'est pire qu'une cage à lapins, c'est complètement inhumain. Enfin, ce pays m'exaspère et me sort par les trous, en fait, profondément. Bien, on arrêtera de parler des Chinois après. Alors, le lieu commun numéro 4, c'est l'entente sexuelle parfaite signifie que ma partenaire est très intéressée par moi. Alors là, Stéphane a failli s'étouffer avec une olive et a éclaté de rire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je l'ai inversé d'un séminaire. Alors ça, je pense que les femmes russes le croient beaucoup parce qu'en ce moment, elles sont en train de prendre des cours de fellation, comme je l'ai mis sur le site, comme j'ai donné le lien vers l'information, vers la source sur le site Spike Séduction. Bah écoute, oui, ça c'est un leurre féminin absolument formidable et dans lequel les hommes plongent et consentent à plonger et ils y plongent avec délice. C'est de laisser croire à une espèce de pont entre la connexion sexuelle et la connexion, on va dire, au plan de vue du projet de vie. En réalité, la connexion sexuelle est une conformation physique, une compatibilité de phéromones, comme on l'a dit, une compatibilité d'univers fantasmatique. C'est-à-dire, 50% toi, 50% elle. Il faut grosso modo avoir lu les mêmes choses, vu le même genre de photos, avoir un peu les mêmes références esthétiques, être
être globalement de la même époque, parce que je pense que si on pouvait jouer au jeu de Retour vers le futur et mettre en face, ce serait très drôle d'ailleurs de mettre en face une femme de 2014 et un homme de 1914 et vice versa, et de voir s'ils seraient physiquement attirés. J'en doute très fort. Donc c'est beaucoup d'apprêtement, beaucoup de compatibilité de l'instant dans l'inconscient collectif, un peu de phéromones, un peu d'hormones, et en réalité, Pas beaucoup d'intérêt. on va dire, il n'y a aucune observation permettant de valider ou d'affirmer que le fait de se sentir incrusté et de s'incruster parfaitement dans le corps d'une personne révèle son intérêt qui est en général basé, je l'ai un nombre innombrable de fois répété, sur la compatibilité des Secret Agenda. Alors, le lieu commun numéro 5, en fait, finalement, tu y as déjà répondu un petit peu par la question d'ouverture. C'était « elle se touche les cheveux, elle est intéressée ». Alors, comme tu n'as pas cité ce signe d'intérêt dans la liste des 5, je pense qu'il est évidemment faux. Ma liste d'intérêt des 5 est évidemment pas exhaustive. J'ai envie de dire qu'il est vrai, mais le problème, c'est qu'une femme se touche les cheveux très souvent. Donc, du coup, si tu dis ça à un parfait naïf et à un parfait... on va dire bébé sur le plan de la séduction et des relations interpersonnelles, il va être tenté d'accréditer le fait que systématiquement, qu'elle se touche, un peu comme tu te touches le sourcil en ce moment, il va être tenté de voir des signes d'intérêt là où il n'y en a pas. En réalité, c'est que oui, évidemment qu'une femme va, dans un mouvement un petit peu inconscient, se mettre dans une position, dans une posture favorable quand passe quelqu'un qui lui plaît, mais comme toi. Enfin, si tu te tiens comme tu le fais en ce moment, c'est-à-dire concentré sur ton travail et un peu voûté, et que tu vois, que tu sens dans ton cortex passer quelqu'un qui te plaît, tu vas évidemment avoir cette espèce d'envie de t'orienter, de te redresser, de sortir les épaules et de rentrer le menton. Donc oui, mais je m'abstiens de ce genre de conseils peut-être trop évident, parce que le couillon de base va voir dans une fille qui se passe juste la main dans les cheveux, sans aucun signal, il va avoir un signal qui n'existe pas. Donc il faut toujours se souvenir à qui on parle. Hein, c'est comme disait le marquis de Sade, la question c'est pas est-ce que ce que je dis est vrai, c'est d'abord à qui je le dis. Voilà, n'allez pas trop vite quand les cheveux s'agitent devant vous. Alors on continue et on va parler à nouveau de sexualité dans le lieu commun numéro 6 avec les hommes pensent plus au sexe que les femmes. Je pense que la réponse c'est plutôt qu'ils y pensent différemment, mais peut-être pas plus. Là encore, on est sur une question extrêmement contextuelle et extrêmement dépendante de l'époque. Je pense que tu poses la même question à 30 ans d'intervalle et tu remontes comme ça de génération, enfin quand je dis 30 ans, une génération. Tu remontes de la génération de tes parents à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents, t'as pas du tout les mêmes réponses. Aujourd'hui, je parierais, car on est sur quelque chose qui est de l'ordre du pari pascalien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la vérité. Avant d'arriver à mettre des électrodes et à isoler la zone du sexe et à mesurer si on est sur du déclaratif. Toutes ces enquêtes, toutes ces pseudo-enquêtes ne sont que du déclaratif. Le déclaratif étant évidemment entaché de tout ce qu'on peut imaginer comme mensonge et réécriture de réalité. Donc on est sur est-ce que je parie que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Donc là, on est sur une espèce d'épiphénomène de pari pascalien. Et ben moi dans mon pari pascalien, je parie que c'est globalement vrai, mais qu'elles n'en ont pas envie. Je pense que les femmes effectivement aujourd'hui, depuis les années, on va dire 70 et plus, pensent à l'acte sexuel beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que que la génération de nos grands-parents, et grand-mères et arrière-grand-mères, mais qu'en réalité, ça ne correspond pas tellement à un rééquilibrage naturel de la vraie nature de F qui aurait ce retour à la pulsion. Je pense que le F pur ne pense pas au sexe tous les jours. Je pense qu'elle y pense tous les mois pour des raisons de reproduction et de cycle lunaire et menstruel, mais qu'en réalité elle n'y pense pas tous les jours, mais qu'elle a été par une injonction, non pas paradoxale celle-ci, mais par une... ouais, mais là, j'aimerais bien... Alors Léo me dit insémination, moi je comprends ce qu'il veut dire, parce qu'il fait référence au séminaire, ce que vos parents auraient dû vous dire,
et à la façon dont on peut se faire à notre insu glisser, inséminer comme un suppôt une idée qui n'est pas la nôtre. Mais le problème c'est que si on dit insémination, il faut expliquer tout ça. Donc je refuse insémination par une porosité à la culture populaire. Je pense que F pur est poreuse à la pop culture et que la pop culture a fait croire à F pur qu'il était normal de penser au sexe 5 fois par jour et pas normal de ne pas y penser. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, en 2000 et quelques, et ça me paraît pas du tout impossible, voire même je parierais, je jouerais ma pièce du côté oui, elles y pensent 5 fois par jour, mais contrairement à H, pas dans une nécessité de conquête ou de possession, car en réalité elles passent jamais à l'acte ou très peu, même si elles en ont infiniment la possibilité dans les grandes cités, dans notre... La solitude peuplée des grandes villes n'est qu'une solitude pour les hommes en réalité, parce que les femmes la brisent immédiatement si elles le veulent, mais en fait on voit bien que le fait qu'elles ne le fassent pas veut dire qu'elles ne le veulent pas, et qu'en réalité elles pensent au sexe, à mon avis, par absence de caractère. C'est-à-dire le caractère qui leur aurait permis, par force et honneur, de résister à la porosité de la pop culture qui veut leur avoir fait croire que ne pas penser au cul 5 fois par jour, à la limite... t'ostracise des gens cool et fait de toi une vieille frigide ou une node en 2 chevaux. Voilà. Donc par crainte d'ostracisme social, on se laisse, on est complètement F pur et poreuse à une culture de masse pop qui a fait de la sexualité, de la masturbation, on va dire qu'il a désacralisé. En réalité, autant je connais plein de types qui ont besoin de se tirer sur la tige plusieurs fois par jour, autant les femmes c'est très rare. Et celles qui le font, c'est beaucoup plus par conformisme que par besoin physique. Un type se tire sur la... Excusez-moi d'être cru, mais un type se tire sur la tige, il dort super bien. Donc à la limite, il a un rapport coût bénéfice-coût qui est favorable. Parce que le coût est quand même pas très compliqué de se tirer sur la tige, et le bénéfice c'est que tu es reposé et que tu te sens bien. Une fille, c'est plus compliqué de se frotter l'abricot et tu dors pas bien derrière. Donc le rapport, donc persister à des pratiques de type fantasme personnel, masturbation, avec un rapport coût sur résultat mauvais, quelqu'un de rationnel ne fait les choses que quand il a un rapport coût-résultat qui est bon. Mais continuer à faire un truc où le rapport coût-résultat est mauvais s'appelle en psychologie et en psychiatrie, CF Monsieur Valterio, une névrose. Une névrose. Un névrosé, c'est quelqu'un qui dépense énormément d'énergie à faire un truc qui ne lui rapporte pas beaucoup. Voilà. Donc je pense qu'une partie de la névrose féminine est créée par cette injonction, non pas paradoxale, mais une injonction de la pop culture à lui faire croire qu'elle a besoin en réalité de se masturber et d'avoir un univers fantasmatique riche. Une fille avec beaucoup de F n'a aucun univers fantasmatique. Si tu penses et si tu regardes autour de toi, et je mets au défi les auditeurs de faire la même... Enfin, c'est pas un défi, je leur propose de faire la même observation. Les filles qui ont les pratiques sexuelles, on va dire les plus proches les plus hard, les plus extrêmes, les plus libérées ont toujours du H en réalité. La féminité absolue s'exprime en général par l'art, s'exprime par rarement la lecture, ça peut être un peu l'écriture, mais globalement toutes les formes de création artistique et ont rarement en parallèle, en biais, une vie sexuelle et fantasmatique extrêmement affirmée et définie. Donc encore une fois, j'ai oublié la question, mais mine de rien, j'avais l'impression que tout... plus que les femmes au sexe. Donc non, mais pas pour les mêmes raisons. Les femmes y pensent par injonction culturelle, et cette injonction culturelle, vu qu'elle n'est pas en connivence avec leur nature réelle, parce que encore une fois, une femme n'a pas besoin de se caresser l'abricot pour se sentir bien, même si je pense que c'est pas désagréable, ça crée de la névrose. Voilà. Parfait, mesdames. Parfait, monsieur.
Le lieu commun numéro 7, c'est un petit peu un clin d'œil et une petite pique à Spike Séduction finalement, parce que ce serait aussi une phrase de fille en fait en la relisant. Le dernier lieu commun, c'est la séduction ne s'apprend pas, il faut que cela soit naturel. Oui, c'est encore des absurdités de la psyrose. C'est dorénavant notre nouveau vocabulaire. Hein. Merci monsieur Valterio. Moi j'emprunte, car on ne trouve jamais rien sans emprunter aux autres, mais je cite toujours. Alors j'ai un problème de mémoire ce soir, il faut que je mange du poisson. La séduction ne s'apprend c'est ça, pas, il faut naturel. J'ai envie de te dire qu'il y a 2 niveaux de réponse comme d'hab. Il y a c'est des âneries qui dépassent l'entendement, et il y a un autre, évidemment, donc c'est une connerie. Et je rajouterais quand même que c'est évidemment une phrase de fille, mais il y a un certain nombre de garçons qui pourraient penser un petit peu pareil, qui diraient est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut apprendre à séduire? Et je pense que il y a des garçons qui peuvent aussi penser comme ça. Oui, mais ça c'est parce que ce sont des garçons qui n'ont pas compris qu'on ne pense qu'avec les outils qu'on nous a donnés. Donc si en réalité on t'a donné les outils d'une idéologie héritée des années 60 où l'acte sexuel représente non pas la conquête par la force et l'effort et le mérite et le risque, ce qui est en réalité est vrai. Le sexe des femmes est offert aux garçons et aux hommes qui ont la force et le courage de prendre des risques et de réussir. Hein, c'est le culte du winner, si tu veux, de la staritude, de la réussitude, dirait Ségolène. Et en réalité, l'idéologie nous fait croire que, en fait, elle inverse la séquence en nous faisant croire qu'en fait, le besoin de copuler est un besoin naturel et qu'à la limite, la course à la performance, à la masculinité et à la force vient après. Mais que tout le monde, dans une espèce d'égalitarisme abstrait, toi et moi et tout le monde ici, a le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie. En fait, la vie sexuelle épanouie, c'est comme un père ou une mère. Pas une mère ça ne se gagne pas, mais un père, ça se gagne. Tu vois, ta mère t'aime absolument. Inconditionnellement. Ta mère t'aime inconditionnellement, ton père non. Il t'aime beaucoup, mais si tu veux vraiment qu'il t'adore, faut que tu le gagnes. Et en réalité, la sexualité, c'est pareil. Tout le monde n'y a pas droit, c'est pas l'école des fans. Il n'y a pas que des généraux, il n'y a pas que des CEO dans le monde, il y a des gens qui exécutent. Et pas que des managers, il y a des guerriers, et il y a des sergents, des caporales, etc. Et la liberté de s'amuser avec la copulation n'est pas un bien de la charte des droits de l'homme. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas comme la liberté, l'égalité et le bonheur. Ou en tout cas, ça se conquiert par H le conquiert par la force. Et F le conquiert, comme disait celui qu'on n'a pas le droit de citer, en disposant et en attendant. Mais nous, non. Nous, si on dispose et on attend, on ne conquiert que des gays. C'est-à-dire qu'un homme seul, extrêmement apprêté, dans un bar, ne va attirer qu'un PD en fait. J'ai appris qu'en italien, un gay, tu sais comment on disait ? Un finocchio, un fenouil. D'accord. Parfait. Tous les fenouilles qui nous écoutent, on vous passe le bonjour. Alors c'était les 7 mythos-réalités. Je pense qu'on a vraiment pris les plus connus et ceux qui sont le plus dans le langage courant. Et là on passe à l'exception langage des femmes. Alors je suis encore allé piocher dans le journal de James XS parce qu'ils nous ont encore glissé une belle qui est, je pense, assez intéressante de phrases de langage de sa copine. Donc copine qui fréquentent depuis 5 mois et qui sont ensemble depuis 2 mois. Et juste après s'être embrassés, voilà ce qu'elle déclare. Tu n'as plus les yeux qui pétillent et les pupilles dilatées comme au début quand tu me regardes. Est-ce qu'elle a vraiment voulu dire ça ? Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, est-ce que je dois répondre en faisant semblant d'ignorer ou d'avoir oublié que ça commençait déjà à merder le mois dernier ? Comme tu veux. On va dire dans un contexte, on oublie ce qui s'est passé le mois dernier. D'accord. In abstractum. Voilà. Écoute, in abstractum, j'ai envie de rappeler quand même à nos auditeurs qu'une des tactiques classiques de rupture de F pure, c'est de te reprocher ce qu'elle ressent. Enfin, c'est de te reprocher le manque
de quelque chose qui lui manque aussi. Donc c'est-à-dire rassure-moi, dis-moi que tu m'aimes encore, veut dire en réalité je pense que le fait que je ne t'aime plus commence à se voir, donc parle-moi un peu de cette chose que je ne ressens plus, tu vois. Un F c'est toujours parle-moi de cette chose que je nomme que je n'ose ni voir en face ni regarder, qui ne se fait que dans le noir. Je parle de la chose sexuelle. Et ben c'est un peu le symbole de la rupture également. C'est quand le sentiment est parti qu'il faut en parler le plus. Tu vois. Donc voilà, j'ai une réponse courte, une fois n'est pas coutume. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire de plus que globalement, in abstractum, dans son acception générale, une relation qui patauge dans la semoule et où la fille te demande de revalider de façon sûre avec un petit tampon en bas et une signature la nature et l'intensité de tes sentiments, ne pas sous-entendre en logique homme booléenne, tu sais la logique ABC, A implique B, etc., que le fait qu'elle s'inquiète de tes sentiments sous-entende que les siens sont intacts. Ne jamais rien sous-entendre de toute façon. C'est ça la clé. C'est ne jamais rien sous-entendre. Bon finalement tu continues à être un petit peu dans la panade James, hein, mais je crois que d'ailleurs les premières réponses t'avais un petit peu indiqué dans le chemin. John Dillinger je crois avait énoncé ce début de réponse. Alors ça y est, je me retrouve à faire de la radio libre. C'est très compliqué à boucher les blancs. Non en fait je vais pas boucher les blancs puisqu'on va parler tout de suite du jeu concours en fait. Donc je vous rappelle que le mois dernier, en 2014, on vous avait laissé avec un jeu concours, un SMS à décoder qui était tout simple, qui était tu me manques, je pensais passer à autre chose plus facilement mais ce n'est pas le cas, mais c'est pas le cas même. On avait ouvert les réponses et le gagnant c'est Cyberman. Alors bravo à lui, on le félicite, Stéphane, on le félicite. Bah non, on le félicite pas parce que il s'est simplement chié dessus. On va te donner la vraie raison. Il s'est chié dessus de venir nous rejoindre alors que c'était le prix du jeu, par crainte que sa voix ne soit reconnue. Voilà. D'une part, c'est pas extrêmement, on va dire, c'est pas une attitude extrêmement sexuée que d'avoir peur. En plus d'avoir peur de quelque chose d'injustifié, c'est doublement moins sexué. Et je rappelle à tout le monde qu'à un moment, il faut quand même être un petit peu cohérent dans ses paroles et dans ses actes, et que c'est pas la peine de s'appeler Cyberman, Dark Vador ou Musclor des Maîtres de l'Univers, et d'avoir un pseudo de robot hyper musclé pour ensuite ne pas assumer le simple fait que sa voix puisse potentiellement sur un fond musical être reconnue dans un podcast de sociologie contemporaine. Voilà. Ça c'est un thème qui commence à me gonfler depuis des années. Cette perpétuelle et infinie, et qui en tout cas qui semble n'avoir jamais de fin, crainte de pouvoir être éventuellement associée à un site dont pourtant l'intégralité du contenu est intelligente, pertinente, informative et anti-doxa et anti-idéologie stupide et anti-psyrose, ne vous met pas à l'honneur. Voilà. Hein, c'est plutôt le contraire qui vous mettrait à l'honneur, c'est d'arriver à assumer, à avoir le courage de la saine provocation, d'arriver à répondre à un proche. Oui, et je le prends à la dérision, le fait d'assumer ma présence sur ce site, et si tu continues à me faire chier, je le prends plus à la dérision, mais je te prends toi-même pour un con. Voilà. Ça serait la position réelle, sexuée et normale de quelqu'un de normal dans ses baskets. J'ai moi-même lu, à l'époque où j'écrivais mon livre, la quasi-intégralité des livres de séduction présents sur le marché. Je ne les ai pas lus reclus chez moi. Je les ai lus à la terrasse de café, je les ai lus en extérieur. J'ai vu des regards amusés me voyant lire un livre de séduction, se demandant peut-être si j'en avais besoin ou pas. Je me suis même fait aborder par des femmes qui me demandaient ce que j'y trouvais. Et ben j'ai trouvé ça très amusant. Il ne m'est pas venu une seconde à l'idée de le cacher ou d'y mettre une couverture ou d'en avoir honte. Tous les Dark Vador du web et des réseaux sociaux qui ensuite on n'ose même pas montrer, on ne parle même pas de leur visage, de leur corps, de leur nom de famille ou de leur CV, mais le timbre de leur voix. Mettez vos actes en cohérence avec vos paroles et force et honneur a un sens. Voilà. Donc la conquête des filles,
comme on l'a dit il y a 5 minutes, se fait à la prise de risque, à la masculinité et en général à la force. L'honneur sert à rien, c'est pour faire beau dans Gladiator, mais en tout cas ne sert plus à rien. Mais il n'y a ni force, ni honneur, ni rien du tout dans cette terreur pathologique de timide non guéri à toujours craindre d'être malencontreusement par une connaissance associée à un site de séduction. Oui, et alors ? Bien, alors si on ne peut définitivement pas lui piquer son courage, on pourra peut-être lui piquer sa conclusion qui sonnait juste, que je vais vous lire parce qu'elle est assez courte. Donc sa conclusion, c'était que cette fille est en couple avec le premier homme en attendant mieux pour résoudre son secret agenda, sauf que son cœur est occupé par un fantôme qui est le premier homme, le lecteur donc. Elle avait rompu trop vite à cause de son inexpérience. Ce fantôme bloque son disque et donc elle ne peut pas se projeter avec quelqu'un d'autre. Et donc il bloque son chemin vers la résolution de son secret agenda. Elle cherche maintenant à se remettre avec B. Je ne sais même plus qui est B, pour effacer son disque proprement et enfin avoir de la place si quelqu'un d'autre se présentait. Si tout cela n'a pas été clair et je pourrais le concevoir, je vous invite à relire sa réponse en 5 actes, acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5. Vous y trouverez toutes les explications. Et donc, la fin d'un jeu concours annonce évidemment le lancement d'un nouveau jeu concours. Et le nouveau jeu concours, il est plutôt compliqué, mais en même temps le gain est potentiellement, je crois, de mémoire de mon ancienneté, est peut-être le plus gros gain d'un jeu concours. Il faudrait que Cyberman il gagne une paire de couilles. Alors, les gains ne sont pas une paire de couilles. Alors, la règle est assez simple dans la formulation, plus compliquée dans la réalisation. Il faudra composer et enregistrer le jingle. Vous avez bien entendu le jingle de l'émission de Spike Séduction que nous sommes présentement en train d'enregistrer. L'émission, pas le jingle. Donc composer et enregistrer. J'appelle donc tous les musiciens et les mélomanes de Spike Séduction à enregistrer un jingle plutôt court parce que c'est un jingle pour notre émission. Une durée peut-être ? Une durée, la durée d'un jingle, j'en sais rien, moi 5 secondes. Je te fais le jingle de RTL. Ta 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 ta. Voilà, donc 2 secondes et demie. Donc c'est vraiment quelque chose de très court, peut-être s'inspirer de d'autres émissions qui existent, je ne sais pas. Et le gain, tenez-vous bien, a une valeur de... Enfin, c'est une demi-journée de séminaire, c'est combien ? Quelle est la valeur d'une demi-journée de séminaire ? À la cote du pétrole ou à la cote de l'or ? La cote de Stéphane. C'est 150 €. Ah voilà, donc un gain à hauteur de 150 €, une demi-journée de séminaire, voilà, si vous êtes sélectionné évidemment dans le lot des jingles proposés. Je rappelle pour des raisons de copyright, etc., que ce jingle ne peut pas être un morceau découpé d'un titre de musique existant. D'abord, c'est pas du jeu, et puis on n'a pas le droit. On va se faire choper. Donc un jingle, ça consiste à jouer quelque chose, voilà. Et si possible, pas à la flûte. Une création originale, donc. Comme ça, vous pourrez mettre sur votre CV, j'ai fait un jingle. Et je trouve que c'est des fois c'est comme les nouvelles. Je pense que ça peut être plus dur d'écrire une nouvelle qu'un vrai roman. Et le jingle, je pense que ça a cette difficulté un petit peu d'être à la fois très court et très saisissant, comme une bonne publicité. Très bonne remarque de Léo. La rédaction de nouvelles est un art à part entière et il est très très rare qu'un auteur, on va dire, s'adonne aux deux avec autant de réussite. C'est-à-dire que je préfère les nouvelles de Francis Scott Fitzgerald à ses romans, je préfère les nouvelles de Moravia à ses romans, et inversement, je préfère les romans de Trou de mémoire. Next. Je reprends le nom de l'auteur quand je le retrouve. Ok, donc vous avez compris le concours, un jingle, demi-journée de séminaire, boum. Alors, on continue. On continue avec un article tout à fait amusant que notre ami Basile a posté sur son site, qui, je vous le rappelle, est je me suis fait larguer.fr avec un tiret entre chaque mot. Et Basile nous donne 10 conseils pour bien choisir sa maîtresse, son amante. Alors, avant que mesdames commencent à rouspéter et messieurs commencent à glousser, je vais vous dire un petit peu les 10 conseils, je vais raccourcir évidemment. Alors, il nous dit son âge, ni trop jeune pour pas que ça ressemble à votre petite sœur, et ni trop vieille pour pas que ça soit comme votre mère. Son statut conjugal, alors marié, si on peut gérer la double culpabilité de casser son couple et le sien à soi,
et célibataire si on préfère quitter son épouse pour notre nouvelle amante. Sa situation familiale, sans enfant, on risquerait d'y être confronté à terme. Et avec enfant, on deviendra le méchant beau-père qui a mis fin à la relation de maman et papa. Double difficulté ici. La profession, il nous dit toujours penser avantage en nature. Une cuisinière peut préparer de bons petits plats, une hôtesse de l'air aura des prix sur les vols. Son moyen de transport, il faut qu'elle ait une voiture pour l'hiver ou, si c'est l'été, un scooter évidemment. Ses hobbies, j'ai mis si elle est infirmière, 3 petits points, je vous laisserai compléter la suite. Sa sensibilité, attention à ce que ne tombe pas amoureuse, tâchez de garder quelques fautes de goût, fausse Rolex et garder ses chaussettes en faisant l'amour. Son passé, attention à la rechute, elle pourrait retourner avec son mari, le véritable. Et d'ailleurs, en parlant de son mari, est-ce qu'il est aigri? Alors, ça veut dire qu'il était peut-être frustré sexuellement. Est-ce qu'il est maniaco? Je rigole beaucoup parce que le remix de la chanson est tout à fait amusant. Est-ce qu'il est maniaco-dépressif? Auquel cas, il était très heureux avant de rencontrer sa femme. Et enfin, son lieu de résidence, plus elle est loin, moins vous la verrez. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas choisir la voisine de palier? Alors, cet article est totalement vrai à un détail près que ce n'est pas Basile qui l'a écrit, c'est plutôt Basile qui l'a traduit d'un site, d'un magazine féminin. Et donc, l'article original était écrit par une femme. Alors, je te pose la question, Stéphane, qui est en train de prier ou de faire je sais pas quoi sur son téléphone. Est-ce que toute l'hypocrisie féminine ne se tient pas justement dans ces 10 conseils à clamer haut et fort qu'on peut avoir un amant? Et je pense que cette femme, cette rédactrice a été félicitée par toutes ses amies, et voilà. Alors que si toi, Stéphane, ou n'importe qui d'autre autour de cette table avait écrit un article, il aurait été blâmé et injurié par toutes les filles de son entourage. Oui, mais c'est justement l'idéologie de la souffrance. La magie de l'idéologie de la souffrance, c'est de se permettre, au nom d'une infidélité en général inventée de l'homme qu'on a fréquenté auparavant, de tromper le prochain. On l'a évoqué ce thème au début du podcast. C'est la magie, c'est que tu justifies moralement ce que ta nature profonde te pousse à faire, au nom non pas de la réalité de ta nature profonde, c'est-à-dire que non pas la réalité de F pur, mais de ce que H t'a fait. Je remonte en arrière un petit peu dans la mécanique pour rappeler ou pour expliquer à nos auditeurs, puisque ce podcast s'appelle non pas séduction, machin de truc ou dragouille dans la rue, mais sociologie contemporaine, que l'effet de manche, car c'est un effet de manche qu'a fait Basile, consistant à laisser croire à ses lecteurs lui qui l'avait écrit, qu'il en était l'auteur, alors qu'en réalité c'est un article féminin écrit par une femme dans un journal féminin donnant des conseils à des femmes pour choisir le meilleur amant possible. Ce procédé sociologique a condamné un sociologue réel, dont encore une fois, si j'avais eu l'énoncé avant du podcast, j'aurais vérifié le nom, mais là, comme je ne le... Voilà. Ça commence par un F et ça finit par un R. Donc c'est pas Fassbinder, c'est un truc comme ça, Schwarzenegger, un truc comme ça. Preuve encore une fois que je fais tout de mémoire. Et ce sociologue, lassé d'entendre systématiquement on va dire son jury, son auditoire, trouver finalement que tous ces résultats étaient prévisibles à l'avance et ne méritaient pas les budgets qu'il avait mis en place pour les rechercher, a une fois fait cet effet de manche consistant à présenter le contraire de tous ces résultats, à attendre que son jury, son lectorat, son auditoire, son directeur de thèse ou je sais pas quoi lui assène une énième fois que c'était prévisible et que ça ne le surprend pas, pour lui dire ça vous surprend pas, mais en fait j'ai dit tout le contraire, c'est le contraire maintenant, voilà. Il a été mis au banc. Il a été mis au banc de la sociologie pour cet effet de manche. Donc Basile, j'espère que tu ne seras pas mis au banc de ton propre site. Mais en tout cas, c'est l'énième preuve. Mais nous n'en avons plus besoin, Léo. Mais les hommes en auraient tellement besoin de ce qu'on appelle l'idéologie de la souffrance et de la double éthique. La double éthique féminine consistant
au nom d'une pseudo-réalité de H inventée par la réécriture du barycentre des sensations, a justifié tout un tas de comportements qui, dans l'absolu, seraient de la putasserie, de la vénalité, de la saloperie, mais qui, quand ils sont justifiés par un viol, par une pression ou par un besoin de survivre, tout à coup, finalement, passent. C'est-à-dire qu'une maman qui se prostitue, ça passe si elle te montre la photo de ses enfants et qu'elle te fait imaginer qu'ils meurent de faim. Mais le jour où elle t'avoue qu'en réalité ça correspond à sa nature profonde et qu'elle y prend du plaisir, là c'est inavouable. Elle ne te l'avouera que désespérée, sous la contrainte ou jamais en fait. Enfin si, parce que la preuve, j'ai entendu cette phrase là. Donc, donc la double éthique, double éthique féminine, malheureusement ou heureusement, encore une fois, énième exemple de ce qu'on appelle non pas le langage, mais la logique de F et de H. La logique de F étant une double éthique entre ce qu'on veut, entre on va dire une F construite et une F pure que peu d'entre nous malheureusement connaissent. Enfin, nous la connaissons, les auditeurs de Logique des femmes la connaissent, les auditeurs de Langage des femmes la connaissent, les lecteurs du site la fréquentent de loin, ceux qui pensent que lire suffit et qu'on a le même contenu qu'en séminaire ou qu'en podcast, ce n'est évidemment pas le cas. Même en podcast, on n'a pas le contenu des séminaires. On a très loin du contenu des séminaires. J'invite tout le monde à relire l'article de Basile sur son site je me suis fait larguer.fr avec un tiret entre chaque mot, 10 conseils pour bien choisir votre maîtresse. Effet de manche, vous allez beaucoup rire. On continue avec les questions. Non, ils vont moins rire maintenant parce que tu as dévoilé t'as dévoilé le piège, donc du coup ils seront au courant, ils vont moins rire. Je suis désolé Basile, je t'ai fait passer 3000 visiteurs sous le nez. Alors on continue avec les questions et courriers des lecteurs. Alors là on va être un tout petit peu moins dans les fondamentaux, je suis désolé messieurs. Je suis allé donc tirer dans le chapeau à questions qui est maintenant bien rempli. Dans le chapeau à questions je suis allé tirer 5 questions comme chaque mois. 5 questions. Alors on va commencer par la question que nous a envoyée Quentin sur la séduction et la morale et l'existence ou pas d'un bro-code entre les garçons à propos d'une fille qui en attirerait plusieurs. Alors il nous donne un petit case study comme on dit en anglais. Voilà, toi qui voulais un cas spécifique Stéphane, t'en as un. Donc Quentin a rencontré une fille qui s'appelle Juliette. Qui est l'ami d'un ami qui s'appelle Benjamin lors d'un week-end en vacances. Benjamin, lui, il a 33 ans, il est scientifique comme Quentin. J'ai pas changé tous les prénoms, ok. En fait, elle s'appelle pas Juliette, elle s'appelle Amandine. C'est pas grave. Amandine, de toute façon, tous les prénoms sont faux, même j'ai changé plein de fois. Bon, bref, c'est pas grave. Amandine, elle travaille dans les relations internationales et elle a 25 ans. Donc, Benjamin avertit en début de soirée que Amandine est chasse gardée, entre guillemets. Ils vont dîner ensemble avec des amis, partent en discothèque, puis elle invite à danser Quentin et tente de l'embrasser assez rapidement. Quentin répond au baiser et explique à Amandine ce que Benjamin lui a dit. Elle dit qu'elle le connaît depuis un mois, mais qu'il ne lui plaît pas vraiment. En effet, après cette danse, lui, il va voir Benjamin qui tente... il voit Benjamin qui tente de danser, d'embrasser Amandine et qui se fait tout le temps rejeter. Lui, il nous avoue qu'elle lui plaît énormément, qu'elle l'attire, qu'il est très attiré et que finalement ils iront s'embrasser en cachette. Le lendemain matin, grande déclaration de Benjamin à Amandine qu'elle va aller répéter à Quentin. Après ce week-end, Benjamin il se confie à Quentin et il lui demande ce qu'il faut faire avec Amandine. Donc finalement il n'est pas très au courant pour l'instant. Question à laquelle il répond vaguement par des concepts de nécessité d'intérêt mutuel. Il a dormi avec elle sans sexe de sa volonté et ses colocataires à elle connaissent Benjamin. Ce n'est qu'une question de temps avant que lui l'apprenne. Comment et faut-il lui dire, sachant que c'est aussi un bon ami et que notre différence d'âge pourrait accentuer sa blessure d'ego. Alors est-ce qu'il existe, Stéphane, un bro-code? Comment on fait quand il y a deux garçons qui sont sincèrement intéressés par une fille? Est-ce que c'est celui qui a dit je suis là en premier qui l'a? Comment on fait?
Alors tu vois Léo, tu ne t'y attendais sans doute pas, mais c'est paradoxalement sur une des questions qui est très 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 loin d'être la plus compliquée que tu m'aies posée depuis 4 podcasts maintenant. C'est très très loin d'être celle qui, on va dire, d'un point de vue intellectuelle est la plus stimulante ou la plus conceptuelle ou la plus abstraite. Et paradoxalement, c'est une de celles sur lesquelles je sèche. Je sèche d'abord pour des raisons de vécu personnel, parce qu'il m'est arrivé une aventure un petit peu similaire et dont je suis bien placé pour comprendre que qu'on va dire que les situations sont plus complexes qu'elles ne le sont une fois racontées, hein, dans le simple fait de la formaliser. Il y a déjà une phase de simplification, hein, des émotions mises en œuvre. Donc tu ne t'y attendais sans doute pas, mais je pense que tu es en train de me coller. C'est-à-dire que je ne sais fondamentalement pas si un bro-code, donc une éthique dans ce genre de cas est souhaitable. Je peux en débattre, je peux te fabriquer une fausse opposition, on va dire, je peux en disserter, mais j'en ai même pas envie d'en disserter. Je peux te fabriquer une antinomie, c'est le mot que je cherchais. C'est une antinomie. Fabrique. J'ai pas envie. Je suis collé par cette question. J'ai presque envie de te répondre par du wishful thinking qu'en réalité un bro code, comme tu dis, est souhaitable, même dans l'hypothèse où il ne marcherait, où il ne fonctionnerait pas, il est quand même souhaitable. Je me rends compte parfaitement que c'est un wishful thinking qui s'oppose à toute la réalité où en général il n'y en a pas, et où en général le mec maximise son gain personnel à court terme et fait passer sa relation d'amitié en second plan, a fortiori dans la phase des 20-25 ans où on a l'impression que l'amitié est une ressource inépuisable et immédiatement remplaçable, hein, où un copain en remplace un autre. Et bah tu me colles, voilà. Je peux te répondre ce que j'ai envie de croire, mais parce que ça serait qu'une vision biaisée de ce que j'ai envie de croire. Voilà. J'ai quand même un tout petit avis dans cette histoire, enfin pas l'histoire de Quentin, mais l'histoire en général. Et je me référence à ton dernier article de l'élégance, notamment le dernier point quand tu disais de toute façon, tout ce que vous allez faire, c'est juste for the sake of it. Donc finalement, moi mon parti pris, c'est de dire tu lui laisses la main, il va jamais te le mettre en retour, mais au moins tu l'auras fait for the sake of it. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Alors peut-être que Stéphane ne fonctionne pas de cette manière. Bah si, t'es gonflé de me dire que je fonctionne pas pareil, c'est quand même moi qui l'ai écrit. Bah oui, c'est toujours le fameux château de cristal qu'on se construit avec ses bonnes actions et dans lequel on espère prendre sa retraite anticipée un jour. D'ailleurs, je passe un coucou amical à Sébastien pendant nos retraites anticipées, qui se reconnaîtra. Tu me colles. Oui, j'ai envie de te dire, dans une situation qui est fatalement plus complexe, plus nuancée et plus humaine, dans le bon et le mauvais sens du terme, que ce qu'elle n'est une fois écrite, dans une situation telle, fait au mieux avec les informations et les données dont tu disposes pour ne faire souffrir personne. Et encore une fois, comme dit un autre qu'on n'a pas le droit de citer non plus, il faut faire souffrir personne et que tout le monde s'aime dans la mesure du possible, et puis si c'est pas possible, c'est pas possible. Bon j'espère que Quentin tu nous raconteras l'issue et la fin de cette histoire, si tant est qu'elle en est une. Alors, la deuxième question, c'est une question qui nous a été posée par Ratana, que je crois qui assiste souvent au séminaire, parce que j'ai déjà entendu sa voix et son prénom. On passe le bonjour à Ratana. On passe un bonjour très affectif à Ratana, et qui nous dit qu'il a du mal à dénicher une nuance. C'est justement tout l'objet de ce podcast. Alors il prend soit il prend un grand plaisir pendant un certain temps avec une femme artiste, travailleuse du corps, hippie du bien-être, ONG, associative, vie en communauté, mais son taux d'insécurité et d'irrationalité le fait bondir en arrière. Soit de l'autre côté de l'éventail, la femme safe,
lui donne beaucoup moins d'appétit à cause de son niveau d'apprêtement et de minauderie, j'imagine donc plus bas. Et la rupture ou la tromperie peuvent lui trotter dans son esprit. Et pour briser ce cercle, comment procéder à une évolution ou comment influencer le l'ego d'une femme pour la façonner un minimum à mes désirs? Question un petit peu compliquée. Bah non, elle n'est pas compliquée, ça s'appelle la femme Lego et enfin paradoxalement elle me paraît moins compliquée que la précédente, ça s'appelle la femme Lego et finalement notre lecteur dont j'ai oublié le prénom donc Ratana exprime c'est drôle, tu vois ce que je te disais il y a 1 heure au début de ce podcast qui est qu'on croit tous avoir une pensée libre, en réalité on pense avec les outils qu'on nous a appris. Et Ratana, qui est effectivement un client fidèle de séminaire, formule une pensée donc qu'il t'a écrite, qui est en réalité qu'il n'a pu formuler que par le matériel de séminaire. C'est-à-dire qu'en gros il nous dit quoi? Il nous dit moi H ne sais pas quel degré de F je veux parce que j'en veux beaucoup pour être stimulé. Et en même temps, je sais que plus j'en mets, plus la logique de F++++ que je vais devoir supporter va me mettre en porte-à-faux avec mes valeurs et ma logique qu'à la fin, ça va m'horripiler. Voilà. Mais ça, c'est une question que tu ne peux poser qu'avec mon matériel. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la formation de sociologie contemporaine culturelle homme-femme ne va jamais te dire je suis tu n'entendras jamais un pote abstrait et extérieur à notre univers à nous te dire j'ai un problème en ce moment Léo, je suis attiré par la féminité dans son apprêtement et repoussé par sa logique. Jamais, ça n'existe pas. Tu n'entendras jamais ça. La preuve en est qu'on pense avec les outils intellectuels qu'on nous a construits. Et que cette question de Ratana qui est parfaitement libre et qui nous a soumise en tout libre arbitre est en réalité le fruit et l'illustration d'une question qui est super vraie mais qui ne peut avoir été formulée que dans le creuset intellectuel qui est maintenant le sien. Un mec normal n'a pas conscience qu'il est attiré par F et repoussé par F. C'est impensable, il ne sait même pas ce que c'est que F. Donc Ratana, ta question est complètement normale, je n'ai pas de réponse, mais personne n'a de réponse. Ta question, c'est la question de l'aube de l'humanité de H. C'est un peu comme la publicité de ce manufacturier de montres, je sais pas, anglo-saxon, je sais pas quoi là, Tag Heuer, c'est What are you made of? Donc Ratana, what are you made of? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à supporter la matérialisation par l'absurde, la double éthique, la vénalité et le côté veule de F pur? Voilà, je ne peux pas répondre à ta place. Et si en plus t'as la malchance que ta définition de F pur, comme je l'ai vu sur le forum récemment avec certains, soit la caricature absolue de l'inconscient collectif du moment, c'est-à-dire en gros la petite mannequin avec une grande bouche, des grands yeux, une micro-taille et des fesses super rondes. Alors non, t'as 2 questions à te poser. C'est non seulement est-ce que je vais supporter, mais avant tout, est-ce que moi je suis l'inconscient collectif masculin de ce qu'elle veut? Donc attention à ce que vos interrogations ne soient pas des hypothèses d'école. Ça ne sert à rien de se martyriser sur une question où de toute façon on n'est pas concerné. C'est un peu comme comme on m'a reproché parfois de faire trop de concepts et pas assez d'exemples. C'est un peu comme te demander la couleur de ta Ferrari. D'abord, est-ce que tu es en mesure d'en acheter une, et 2, la couleur tu verras après. Mais t'as des geeks sur les forums de bagnoles qui dissertent sur des pages et des pages de forums. Des voitures qu'ils n'auront jamais. C'est ça. C'est d'abord, est-ce que tu vas la... Comment tu fais pour l'avoir déjà? C'est ça. Oui, déjà, aller acheter la Ferrari ou la mannequin, enfin une mannequin ne s'achète pas, quoique j'en glisse une petite. On continue. Je rappelle quand même, pour lancer une petite pique à Stéphane, que ça fait 2 questions où il sèche un peu. Non, j'ai séché sur la précédente, j'avoue, mais pas sur celle-là. Ok. La 3e question, c'est Chèque qui nous la pose, je ne sais pas si je prononce bien, Chèque.
et qui, lui, a l'air d'être dans une relation longue, mais il a un petit peu les pétoches parce qu'il nous demande comment faire pour ne plus craindre d'être quitté par la femme que l'on aime. Comment faire pour ne plus craindre d'être quitté par la femme que l'on aime. Alors, question délicate, chèque. Stéphane réfléchit longuement. Bah non, mais moi, comme disait mon prof de socio Erhard Friedberg, plus la question est compliquée, plus je suis là. C'est les questions simples qui me font sécher et c'est les compliquées où tu es sûr de me trouver en face. Donc comme elle est compliquée, je vais faire une réponse compliquée, hein, donc accrochez-vous un petit peu. La crainte d'être quitté, c'est venu avec Donc c'est venu d'une séquence historique du XVIIIe siècle qui a transféré la responsabilité du mariage des mains de Dieu à celle de la patrie et à celle des époux. C'est-à-dire que, en gros, jusqu'à 1700 et des poussières, à la limite, bon, non seulement le divorce était interdit, mais enfin, la séparation a toujours existé, les gens se séparaient, mais ils ne divorçaient pas. Ils se trompaient, ils faisaient des enfants à la bonne, à la cousine. Ils maintenaient le foyer. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand tu fusionnais, donc quand tu formais une entité maritale, ton boss c'était tout puissant en fait. L'unité que tu formais, tu étais marié à l'église, devant le Seigneur, et à la limite s'il fallait rendre des comptes, c'était à lui, et comme il n'y avait pas d'option autre que rester ensemble, voilà. Ensuite, en parallèle, en synchronisation de la légalisation du divorce, donc qui n'est pas la légalisation de la séparation, car la séparation a toujours existé, mais on n'avait pas le droit simplement de divorcer, la responsabilité est passée des mains de Dieu à celle de la patrie. C'est-à-dire que tu n'étais plus responsable de ton couple devant une entité infinie, donc pour une durée infinie, mais pour une durée la plus longue possible, et pour servir ta patrie. C'est-à-dire que tu devenais une entité fiscale, au lieu d'être une entité divine. Donc, depuis 1792, encore une fois, je suis de mémoire, donc qu'il n'y ait pas un connard de geek qui aille vérifier la date de légalisation du divorce. Je pense que c'est 92, je n'ai pas les questions avant, sinon ça serait trop facile. Je pourrais très bien mettre en pause, aller sur le smartphone et chercher. Je ne le fais pas, je fais deux têtes, d'accord ? La légalisation du divorce a transféré la responsabilité du couple des mains de Dieu à celle de la patrie, c'est-à-dire que tu deviens une entité fiscale et une entité couple devant pour le bien de ton pays. Et ensuite, dans une troisième séquence, donc Dieu, patrie, et patrie, à la limite, échelle individuelle. C'est-à-dire que du moment que tu instaures la possibilité qu'un jour ça s'arrête, le ver est dans le fruit. C'est-à-dire que fondamentalement, ça fait comme 200 ans, un peu plus maintenant, que la crainte que ça s'arrête, si tu veux, est présente. Et c'est pas qu'elle est présente, c'est qu'à la limite, elle est consubstantielle au couple. C'est-à-dire que le couple est devenu... Il y a un sociologue, je ne sais plus comment il s'appelait, encore une fois, hein, ça serait facile de tricher d'aller chercher l'info, je ne le fais pas, mais vous chercherez l'info, il y a un sociologue qui parle des couples liquides. C'est-à-dire que ça s'appelle, je crois, sociologie des couples liquides, c'est-à-dire que en gros, le couple se fait et se défait avec une fluidité totalement inédite avant. Et la fluidité avec laquelle un couple se fait ou se défait, donc cette liquidité, cette fluidité, est tout à fait contemporaine et elle est consubstantielle à l'idée que ça s'arrête. Donc à la limite, un petit peu comme dans le séminaire Confiance en soi où j'apprends aux gens à faire un pari pascalien qui est que les autres n'ont pas plus confiance en eux qu'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, à défaut de savoir vraiment si ton voisin a confiance en toi pense que non, c'est plus intéressant pour toi, et ben de la même façon, j'ai oublié la question. Comment faire pour ne plus craindre d'être quitté par... Et ben voilà, de la même façon, dis-toi que cette crainte est consubstantielle et que ce qui compte, c'est pas de ne pas l'avoir, ce qui compte, c'est de l'avoir un peu moins que l'autre. Dit comme ça, oui. Que dire
Non, évidemment, chèque est un petit peu moins, je peux pas mieux le reformuler puisque tout a été dit en fait. Hein. Donc du coup, on passe de la question 3 à la question 4, évidemment, qui nous a été posée par Marius. Alors, question un petit peu... question qui fait référence aux différents types de femmes qu'on aborde souvent dans les podcasts, à savoir femme-enfant, femme-femme, femme-mère. Je ne sais pas si on refera toute l'explication, mais voilà, il nous rappelle, et ça veut dire qu'il a peut-être écouté dans d'autres contenus, que les jeunes femmes veulent expérimenter différentes sortes de relations, et je te cite, en te parlant à toi Stéphane, savoir de quel bois elles sont faites, référence aussi au diamant qu'elles frottent sur le miroir. Est-ce qu'avant cet âge, la situation financière des jeunes hommes ne les intéresse pas du tout? Parce que oui, après cette époque d'expérience plus ou moins sérieuse avec les hommes, elles voudront se poser, vont rechercher une stabilité financière chez le conjoint, mais avant ça, elles s'embarquent dans des relations dénuées de sens, comme tu dis. Je vois de belles filles qui, avant 25 ans, sortent avec des bad boys qui ne leur assurent vraiment rien financièrement, mais cette même fille, 5 ans après, voudra se poser avec un homme stable, appart, boulot. Les femmes, et je l'ai mis en gras, les femmes seraient donc seulement attirées par l'argent seulement après un certain âge? Bah oui. Allez, hop, on l'a killé en 2 secondes et demie la question. Aujourd'hui, c'est retour. Non mais c'est vrai, en plus j'ai feuilleté, il y a un livre qui a pas mal buzzé car il est composé exclusivement d'images. Tu sais, c'est ce livre où toutes les pages de gauche sont roses et toutes les pages de droite sont vertes et représentent les deux visions du même sujet par un homme et par une femme. C'est évidemment été fait par une femme et autant, d'ailleurs il faudrait qu'on l'achète et qu'on l'épluche ensemble dans un podcast, je vais y penser pour la prochaine fois. Mais je sais plus, c'est des dessins. Tu demandes à un libraire, c'est des dessins... Dessin vert bleu. Vert et rose. Et autant il y a beaucoup de wishful thinking et de psyrose sur certaines parties, autant sur celle du dévoiement et de la recherche de l'homme idéal, elle a fait un graphe par âge. Et tu vois effectivement que la fille de 20 ans veut un mec musclé, que celle de 30 ans veut un mec riche, que celle de 40 ans veut un diplômé, que celle de 50 ans veut un type tranquille avec une tasse de thé, et que celle de 60 ans veut juste un type au hasard en fait. Voilà. Bon. Bah si elle le disait elle-même. Elle le disait elle-même. Bon bah voilà, pour une fois on peut écouter une fille qui nous dit la vérité. On n'est jamais aussi misogyne que la réalité. Un peu comme le pire n'est jamais certain. Je répète, on n'est jamais aussi misogyne que la réalité. Tout à fait. Donc ça, je suis complètement perdu ce soir. Oui, voilà, notre régisseuse est partie, mon cœur affaibli. La question 5, qui est la dernière des questions des lecteurs. Alors voilà, là c'est une question que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'élégance en fait, parce que je sais pas si beaucoup de filles se la poseraient. On va appeler ça le podcast de la misogynie alors la question de Morgane, qui se pose généralement lorsqu'on s'engage dans la voie de la séduction et plus globalement de l'amélioration personnelle et de la recherche de qualité, mais qui lorsqu'elle se présente peut s'avérer inattendue. La question elle est là. Comment éconduire avec élégance une femme amoureuse pour laquelle on a de l'affection mais avec laquelle on n'envisage pas de relation sérieuse, et donc à qui on n'a rien à reprocher si ce n'est de ne pas générer cette étincelle particulière en nous? C'est finalement assez honnête, je trouve, la question de Morgane qui nous dit bah voilà, cette fille ne provoque pas cette étincelle en moi et j'aimerais lui exprimer ou j'aimerais éconduire pour pas qu'elle ne se fasse de fausses idées. C'est effectivement, comme tu le dis, très élégant et très rare comme préoccupation. On va dire que ça... Plus 1 pour Morgane. Ça fait partie du plus 10 pour Morgane et ça fait partie de ce qu'on appelle le grandeur et désintéressement, comme disait Monterland. Déjà, la première chose que Morgane puisse souhaiter, c'est d'avoir une copine, que cette fille en question ait un peu de hache. Sinon, ça va être très compliqué. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de solution. There is no easy way out of this. Petite private dédicace à quelqu'un. Il n'y a pas de solution simple à ce problème. C'est James Bond, ça. Voilà. Vous avez remarqué qu'on a changé la playlist, donc je vous laisse faire un petit Shazam. C'est la musique de Goldfinger, c'est énorme.
Donc il n'y a pas de solution, on va dire, qui éviterait le conflit. Et c'est justement parce que la seule issue à cette situation est de passer par un conflit qu'il faut qu'elle ait du H. Parce que F pur n'ira pas au conflit frontal. Hein, le conflit implique une mise en avant de caractère sexué de type H. F pur, elle va avancer en crabe, elle va aller dans la séduction, dans la fausse communication. Donc d'abord qu'elle ait du H, 2 qu'elle accepte cette explication très franche, et 3 prendre le risque de la perdre. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Il veut la perdre. Non, il ne veut pas la perdre. S'il voulait la perdre, il ne poserait pas la question. Oui, mais il veut quand même, c'est méchamment dit, mais il veut s'en débarrasser. Non, il ne veut pas s'en débarrasser. Il veut se débarrasser simplement de la sexualisation de la relation. Il veut une relation asexuée de type amitié homme-femme. Ça marchera pas. Pardon, Léo ? Je dis de toute façon, ça marchera pas alors. L'amitié homme-femme, comme j'ai déjà expliqué à maintes reprises, CF séminaire, je ne sais plus lequel, est globalement toujours un peu borné temporellement. Pourquoi ? Je l'explique ou je le laisse découvrir en séminaire ? Tu teases. Je tease. Alors je tease. L'amitié homme-femme existe, oui ou non ? Oui, elle existe. En général, elle est toujours bornée temporellement. Pourquoi ? Parce que dans amitié homme-femme, il y a 2 notions antagonistes qui sont ami et homme. Un homme, H, est défini par le fait qu'il avance. L'homme, il entreprend, il avance et il conquiert. Et l'ami une amitié est définie par la stabilité, le nivellement, l'égalité. T'as pas un ami qui conquiert l'autre sexuellement. Donc en gros, amitié homme-femme, soit tu ne cherches pas à conquérir cette femme et t'es plus un homme, soit tu cherches à la conquérir et t'es plus un ami. Donc t'es niqué. Donc dans les 2 cas, t'es niqué. C'est-à-dire que soit c'est ton H qui l'emporte et tu vas chercher à la conquérir, mais dans ce cas-là, t'es plus ami. Soit tu ne cherches pas à la conquérir et à ce moment, en te présentant comme son égal, tu perds ton statut d'homme. Donc t'es plus un homme. Donc c'est une amitié, point d'interrogation, -femme. Et donc plus une amitié, homme-femme. Voilà. Et ça fait partie des concepts qui, selon moi, sont les plus géniaux, parce qu'ils sont d'une limpidité à expliquer qui défie l'entendement, et en réalité, ils sont super durs à trouver. C'est-à-dire que je n'ai jamais lu. Autant je cite mes sources, quand je dis c'est Valterio, c'est tel. Quand je dis c'est Fratzinger, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais là, c'est moi. L'amitié homme-femme qui n'existe pas, ou en tout cas qui est temporellement bornée, parce que amitié et homme sont 2 notions antagonistes, l'homme entreprenant et réduisant la distance, et l'amitié étant justement sur la non-réduction de la distance. Ça, c'est ni Fratzinger ni personne, c'est Édouard, ça. Tu ne le liras jamais ailleurs. Copyrighté. Merci Edouard, 17 sur 20. Ben voilà, j'ai l'impression que ce podcast est passé comme un avion de chasse. Hein. Je vous rappelle qu'on a quand même fait 7 mythes ou réalités. Les lieux communs ont-ils parfois raison ? On s'est moqué de l'article de Basile. Je vous rappelle son site, je me suis fait larguer avec un tiret entre chaque mot.fr. Le nôtre, c'est bien spikeseduction.com, vous y trompez pas. Les 5 questions des lecteurs, et je vais quand même finir. J'en profite pour dire que spikeseduction.com va peut-être changer de nom incessamment. Donc si vous avez des propositions de nom, allez-y. Et je rappelle quand même que c'est une annonce officielle qui vient de se passer là. Après toutes ces années, ça va changer de nom. C'est quand même il y a quelque chose de très d'émotif dans cette annonce. Comme ça, peut-être que Cyberman pourra s'acheter une part de couilles en même temps et venir si ça ne s'appelle plus Spike Séduction. Avec toute notre affection. Je vous laisse quand même avec un petit défi, parce que j'ai reçu 2 newsletters l'autre jour en début de semaine d'Alfred, que tous les Parisiens connaissent, qui est une newsletter de conseils pour sortir, etc. Et l'autre truc que peu d'hommes connaissent, mais que moi c'est mon petit truc pour avoir une longueur d'avance sur les autres, que je vais vous révéler ce soir, attention, c'est de s'abonner à une newsletter de filles en fait, qui s'appelle My Little Paris. Tout le monde connaît ça. Et peu d'hommes, beaucoup de filles connaissent, mais peu d'hommes le font, et vous allez passer de l'autre côté de la barrière et ça peut vous apprendre un certain nombre de trucs.
ce que je voulais dire, c'est que ces deux newsletters ont lancé un certain nombre de défis qui vont être à réaliser pendant le mois de janvier. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais nous, on a notre défi Spike Séduction. Oui, alors ça c'est le jeu concours, comme le dit Stéphane. Il y a le jeu concours, il y a le jingle à composer, mais le défi que je lance, qui est en fait tout simple et qui est l'essence même de Spike Séduction, c'est que voilà, demain, où on est quel jour, on est mardi aujourd'hui. Enfin, je sais pas quand ce podcast sera publié évidemment, mais donc le jour où ce podcast, où vous entendez en ce moment même ce podcast, et ben le lendemain ou le surlendemain, mais ne procrastinez pas trop parce que c'est comme ça qu'on n'y arrive jamais. Et ben vous allez aborder une fille qui vous plaît sincèrement, qui vous plaît sincèrement, avec légèreté évidemment. Pas question d'être lourd. Je lance aussi le défi à Stéphane. Je pense que c'est un défi qui va relever avec beaucoup de difficultés. Je le lance aussi à moi-même parce que quand on lance des défis, il faut aussi les faire pour soi. Parce que depuis que tu es rentré de Stockholm, t'es devenu pigro, comme on dit en italien. Oui. Les Suédoises me manquent énormément. Donc voilà, allez aborder une fille, celle qui vous plaît, et racontez-nous. Donc normalement, vous avez été 3000 la dernière fois à nous écouter. Donc je vais avoir 3000 en 3 semaines. Je vais avoir 3000 témoignages de réussite ou d'échec. L'échec fait partie de la réussite, hein. C'est évidemment, c'est une évidence. Donc racontez-nous pourquoi elle vous a plu, ce qui s'est passé, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. J'attends vraiment et je lance votre défi. Je pense qu'on est très enthousiaste à faire les choses quand c'est un défi. D'ailleurs, à ceux qui s'étonnent que nous n'ayons entre guillemets que 3000 vues en 3 semaines pour un contenu de séduction, je rappelle que c'est quand même entre 1h30 et 2h de contenu purement audio, d'une conversation à deux sans aucun effet spéciaux, que ça ne contient pas de vidéos de drague de rue ou d'approche on va dire extrêmement commerciale et marketing, que c'est très mainstream comme dit Léo, que c'est souvent conceptuel, voire parfois très conceptuel, voire parfois totalement abstrait, et qu'en réalité je trouve que c'est quand même une performance de faire tenir. Bon là ça fait 3000 en 3 semaines, donc ça fera 5000 dans un mois si tu veux. Faire tenir 5000 personnes pendant une durée de 1h30 à 2h sur des concepts abstraits de logique F et H me paraît déjà en soi un défi qui n'est pas anodin. Après c'est sûr que si on veut faire 50 ou 100 000 dans le mois, on sort dans la rue, on se filme à l'iPhone, je mets un micro caché et j'aborde 15 filles et je montre les 5 qui marchent, hein. Y a pas de souci, ça se fait, voilà. Mais on essaie d'élever un peu le niveau. Évidemment, alors on vous remercie d'ailleurs pour être aussi attentif, aussi régulier à nous écouter. Et lorsque vous serez devant elle, écoutez la petite voix et plutôt celle qui vous réprimande, écoutez celle qui vous encourage et allez-y. Donc je vous remercie. Pensez toujours à un truc quand vous abordez quelqu'un, c'est que vous avez le temps. Tout votre système nerveux vous hurle que vous n'avez pas le temps, que cette personne est pressée. C'est une pause, c'est une posture. En réalité, vous avez le temps, mais vous vous imposez, vous réagissez à un influx nerveux qui vous fait dire que vous n'avez pas le temps et vous précipitez et vous sous-communiquez que vous avez peur qu'elle s'en aille. La première chose alors, vous allez me dire, c'est rare qu'ils donnent des conseils pratiques comme ça. Non, c'est pas rare. C'est rare, c'est parce que vous n'êtes pas venu en atelier. Et si vous étiez venu en atelier, on parle comme ça. On n'est pas dans le concept F et H. Donc, vous avez le temps et quand vous pensez à quelqu'un, la première chose, écoutez les impostures de la fesse. Les impostures de la fesse, écoutez toujours. Tu connais ces impostures ou pas ? Pas dans la rue avec une carotte, hein. Les impostures téléphoniques de la fesse, remarque toujours que même quand l'interlocuteur répond et a un débit rapide et tu sens que l'interlocuteur est un standardiste et qu'il ou elle est entre deux lignes, tu remarqueras le timing et à quel point la fesse prend son temps et pose ses premières phrases et impose ce rythme à la personne. Le premier combat, j'allais dire combat, alors, oh là là, non, c'est pas un combat, parce que dès que tu dis combat aux timides, ils se mettent en mode voilà. Vous avez le temps. Et si vous communiquez à la personne en parlant trop vite qu'elle est susceptible de partir, vous lui incubez, inséminez l'idée qu'elle est pressée. Voilà. Donc vous avez le temps.
Et une raison de plus, j'y pense comme ça, elle émane en moi, une raison de plus de le faire, c'est que si ça n'a pas marché, envoyez-nous qu'est-ce qui s'est passé, on décortiquera ensemble pourquoi ça n'a pas marché. Faites mieux, enregistrez. C'est un petit peu creepy. Bah, vous avez tous un iPhone, vous enregistrez la conversation et puis on verra pour les droits si on a le droit de la diffuser, mais à mon avis oui, non, la voix. Oui, je pense oui. Si on n'a pas l'identité de la personne, je pense que c'est autorisé. Tiens, à ce propos, je passe le bonjour à John Dillinger, là, Quentin, qui m'a envoyé de son Erasmus dans je sais pas quel pays. Oui, il me l'a envoyé aussi un petit extrait sonore que je vais maintenant demander au monteur de coller au montage, où il fait dire à une jeune Allemande, je crois... Non, elle l'a dit spontanément. Il m'a dit, je l'ai eu sur Facebook tout à l'heure, on en parlait, je lui ai dit, bah c'est facile, tu peux faire dire ça à n'importe quelle fille qui a une connexion. Il m'a dit non, elle l'a dit spontanément. Donc il a entendu de la bouche d'une jeune fille que ce qu'il avait attiré chez ses 5 ou je sais plus combien de derniers copains, c'était devant tous les autres critères, celui de tonton Stéphane qui est... La connexion. What is this for? Wait, okay. I remember what I said. Okay, every guy I've dated or I've seen or had a thing with, Yeah, the kind of. I had a kind of connection with them. On vous remercie, on vous invite à liker, à aimer, à partager, à le crier sur tous les toits, on vous le rendra. Oui, comme disait l'autre, likez si vous avez trouvé ce contenu utile et partagez pour montrer que vous êtes une personne de goût qui trouve des contenus intéressants et abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu des prochains. Et n'oubliez pas, le jingle a composé 150 €, a gagné une demi-journée de séminaire plus précisément. A bientôt.